Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler de la neurodiversité, de la dyslexie, qui est une des familles de la neurodiversité. La dyslexie, je le dis, j'utilise ce mot exprès parce qu'il y a eu un débat, même une polémique autour du ministre des Affaires étrangères qui, suite à des fautes d'orthographe, a avoué, déclaré être dyslexique. Une forte dyslexie, a-t-il expliqué. Et ce qui a ouvert un débat, une réflexion autour de la place de ces personnes victimes de ce trouble en entreprise, de leur intégration ou pas, de leurs difficultés à trouver leur place au sein d'une entreprise. On en parle avec Marine Balançard. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directrice générale d'Ariséal, qui est une structure de formation, si je ne m'abuse. Et de conseil. Et vous êtes auteur d'un livre qui va sortir le 7 mars prochain. Donc c'est un livre qui est au cœur de l'actualité. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise, sorti chez Erol, avec un co-auteur dyslexique. Vous avez vraiment écrit ce livre à 4 mains. Et ça vous a enrichi, j'imagine, mutuellement? Oui, ça nous a mis en difficulté chacun, mais pour finalement de la performance. Et c'est ce qu'on voudrait dire à travers ce livre. Donc ces témoignages et regards croisés autour de ce sujet. Et puis Yenny Gors, qui est déjà venue sur notre plateau. Bonjour Yenny, présidente de Y&Co, auteur de Facile, qui est sorti chez Télémac. Alors vous êtes aussi très intégrée dans la structure créée par l'ancien directeur général d'Andros, Vivre et Travailler Autrement, qui milite et organise véritablement des sessions d'accompagnement des personnes en situation d'autisme pour les intégrer dans l'entreprise. Vous-même, vous êtes atteinte d'une forme de neurodiversité. Vous appartenez à la grande famille des personnes atteintes de troubles neurodivers. Merci d'être là. Marine Balançard, pourquoi vous avez choisi de vous atteler à ce sujet? Pourquoi vous vous êtes dit c'est important d'en parler? Pourquoi c'est un peu l'angle mort, et pour ne pas dire le tabou, ce sujet? Alors, pourquoi? Il y a 2 raisons. D'abord, je m'intéresse beaucoup à la prise de décision et à la performance dans la prise de décision. Et moins le collectif qui prend une décision est diversifié, et plus la décision est pauvre. Ce qui interroge d'ailleurs sur les conseils d'administration, les COBEX, les CODIR, dans lesquels tous les participants ont le même diplôme, se comprennent à demi-mot, et cette absence de diversité crée une certaine pauvreté. On pense pareil, on décide pareil. Voilà, on se comprend sans même se parler. Et donc, on est dans des habitudes de décision, une façon identique de voir le monde. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai été assez touchée par le fait que les dyslexiques ne disent pas, ne parlent pas de ce trouble qu'ils subissent, qu'ils supportent. Et le dernier en date, c'est Stéphane Séjourné. 6 à 8% des Français, dites-vous, ce sont les études qui disent que 6 à 8% des Français, on ne sait pas trop. Oui, on s'aperçoit que c'est sans doute 1 sur 10 qui est concerné par ce trouble, et ça peut monter à 15% dans certains pays. En fait, la mesure n'est pas très claire. Mais en gros, on peut dire que 20% des Français sont concernés par la neurodiversité. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que en entreprise, on a besoin de personnes qui soient authentiques et qui révèlent leur part de leur authenticité. Marine, juste un mot, je vais donner la parole à Yenny, mais la dyslexie, en termes concrets, pour qu'on comprenne ce que c'est un problème lorsqu'on écrit, puisque, si j'ai bien compris, l'oralité, ça ne pose pas de problème. La difficulté, c'est lorsqu'on va devoir commencer à rédiger. On va quoi? On va rattacher les mots entre eux, on va avoir des difficultés sur l'orthographe, tout bêtement, c'est ça les sujets? C'est un trouble. En fait, les dyslexiques n'ont pas la mémoire des mots, ils le redécouvrent chaque jour. Donc c'est vraiment un enfer dans la lecture, dans le décodage de l'écrit, mais ça touche aussi l'oral, puisque en fait, ils peuvent prendre des mots pour d'autres, où ils peuvent inventer des mots sans s'en rendre compte. En fait, on les comprend, on se comprend. Mais et en entreprise, ce qui est très difficile pour eux, par exemple, la situation la pire, ce serait qu'on leur dise de but en blanc, lis-moi ce slide ou lis-moi ce rapport, parce que, en fait, comme les mots sont chaque fois une redécouverte... Ils déchiffrent. Ils déchiffrent et ils annonnent exactement comme quand Stéphane Séjourné a lu la liste du gouvernement, je ne sais plus quand c'était, où il l'annonnait, on avait l'impression qu'il découvrait chaque mot, chaque prénom. Et c'est exactement typique des personnes dyslexiques. Donc ça n'est pas que l'écrit. La place des personnes atteintes de ces troubles, la neurodiversité, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, dans lequel il y a pas mal de troubles rangés, comment on prend sa place? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que, parce que vous travaillez à leur intégration et à leur insertion au sein de l'entreprise, c'est compliqué? Quand un recruteur, j'ai animé un colloque il n'y a pas très longtemps où la personne était bègue. Et en fait, les gens n'osaient pas lui dire qu'ils ne le recrutaient pas parce qu'il était bègue. Et en fait, ils savaient très bien qu'il n'a pas été... Comment ça se passe, ça?
Ah oui, bien sûr, c'est compliqué et il y a encore beaucoup de travail à faire parce que lorsqu'on parle de... Alors, moi, je pense aussi qu'il faut faire attention aux termes et puis à ce que l'on y met derrière. D'ailleurs, pour moi, je préfère parler de neuroatypie que de neurodiversité parce que justement, on est tous différents et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est important de reconnaître que nous sommes tous différents avec des qualités, des défauts, etc. La neuroatypie, c'est vraiment des fonctionnements très particuliers qui nécessitent un accompagnement, qui nécessitent de répondre à des besoins spécifiques. Ce qui n'est pas forcément le cas de la dyslexie, c'est ce que vous voulez distinguer. C'est aussi de la même manière, non mais... Bien sûr. D'accord. Parce que c'est vraiment un fonctionnement atypique. Neuronal, hein, ça se passe dans le cerveau, on est bien d'accord. Tout à fait. Et donc, c'est important de le prendre en compte. Pour autant, je pense qu'il faut aussi savoir mesurer, parce que j'ai l'impression que avec toutes les histoires qu'il a pu y avoir et l'engouement qu'il y a pu y avoir sur justement la neurodiversité ou les hauts potentiels, etc. On mélange un peu tout en fait. On mélange un peu tout vrai. et puis ça peut desservir aussi. Parce que parfois, on peut être discrédité. Aujourd'hui, on peut être discrédité si on dit qu'on est dyslexique ou qu'on est neuroatypique parce qu'il y a certains recruteurs qui disent « Ah bah oui, c'est la mode aujourd'hui, tout le monde est... » Comme les parents ont tous un enfant HPI. Exactement, c'est ça. Marine Balançard, votre co-auteur, comment la rencontre se fait? Comment vous construisez cette histoire? Et comment, je dirais, dans l'intimité, dans les coulisses de ce livre, chacun apporte à l'autre? Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce que vous lui avez apporté? Déjà, pour écrire avec un dyslexique, il a fallu le chercher. Donc, j'ai eu 4 ou 5 refus de personnes dyslexiques qui n'ont pas voulu... Vous avez fait du recrutement d'écrivains, en fait. Donc, j'étais comme une entreprise qui voudrait de la neurodiversité et je vais les voir et ils me disent non. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Parce que trop compliqué. Les mots MOTS sont les mots MAUX des dyslexiques. Donc, ils ne vont pas s'engouffrer dans leurs points faibles. Et puis, à force de recherche, j'ai fini par trouver une personne dyslexique qui a dit que c'était de l'ordre du... Écrire un livre, c'est un fantasme. C'est de l'ordre du fantasme. Ah oui. Donc, ça m'a plu. L'inaccessible. Voilà. C'était inaccessible. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que, si vous voulez, moi, je suis un peu comme le manager en entreprise qui se retrouve confronté à la dyslexie. Je ne connais pas bien. C'est très difficile. C'est difficile pour le non-dyslexique, enfin pour le neurotypique, et c'est très difficile pour la personne dyslexique, et donc ça demande un effort en entreprise pour pouvoir créer de la performance. Mais chacun doit quand même sortir son petit panneau en disant attention, je suis neurotypique ou je suis dyslexique, ne soyez pas surpris, parce que si on nous le dit, c'est beaucoup plus simple, sinon on prend une claque quand même. Enfin, c'est pas simple, non? Tout à fait. Alors, c'est ça. Il faut mettre des mots dessus. C'est difficile parce que certains employeurs sont en difficulté et peuvent être en difficulté si les personnes ne veulent pas en parler. Oui. À un moment, et c'est pour ça que dans l'accompagnement que moi je propose aux entreprises aujourd'hui, c'est surtout d'instaurer des bases de confiance pour que le dialogue puisse naître et qu'il puisse y avoir vraiment un échange et se dire voilà, je me sens suffisamment en confiance pour vous en parler et pour vous expliquer du coup que j'ai des besoins auxquels vous allez devoir répondre. Mais si en fait cette conversation-là n'a pas lieu, forcément c'est compliqué. Après, mais c'est un mur en fait. Il y a un travail à faire aussi. Je pense que ne serait-ce que dans la préparation, avant d'être dans les phases d'entretien, certaines entreprises mettre l'accent sur, par exemple, les offres d'emploi pour justement essayer de donner confiance et de dire on accueille tout le monde ou de mettre un petit mot de façon à ce que les personnes qui sont sujettes à des situations de handicap ou dans la neurodiversité, neuroatypie, puissent se dire bon, je vais pouvoir en parler parce qu'a priori, ils sont en capacité de m'écouter, de me comprendre. Des prix Nobel, Thomas Legrand, le journaliste, pour citer Jean-Louis Etienne, que j'ai rencontré il y a peu, je ne savais pas qu'il était Branson, Richard Branson, Spielberg, Ingvar Kamprad. Toutes ces personnes se sont revendiquées, ont un jour dit ou raconté dans leur vie. Mais il y a la dyspraxie aussi, la dyslexie, il y a beaucoup de termes comme ça que les gens ne maîtrisent pas. Et tous les troubles 10. C'est ça. C'est quoi la différence? Dyspraxie, dyslexie. La dyspraxie, c'est plutôt physique sur D'accord. Les mains. La dysphasie, mais trouver le bon mot. Mais moi, j'insisterais plutôt, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur qu'est-ce que ces personnes apportent à l'entreprise. Ce qu'elles n'ont pas, on le sait. C'est-à-dire une capacité à déchiffrer rapidement, très bien. Elles ne l'ont pas, on le sait. Ça, c'est la vision
je dirais, française de la dyslexie. Donc, on va travailler sur les points faibles. Et tout l'objet du livre sur les super pouvoirs des dyslexiques, c'est qu'est-ce que ces personnes apportent. En fait, les dyslexiques sont très entrepreneurs. C'est-à-dire Steve Jobs ou Richard Branson ont créé des entreprises et n'auraient jamais performé dans une entreprise classique parce que déjà, ils auraient envoyé un CV truffé de fautes. Et déjà, ils n'accèdent même pas à l'entretien d'embauche. Donc déjà. Mais ils fonctionnent même. On comprend que c'est l'écrit, on est parti de là, mais il y a aussi une manière de penser le monde différemment. Il y a une façon de percevoir le monde qui est très différente. Et dans un monde complexe auquel on fait face aujourd'hui, ce sont ces personnes qui vont pouvoir générer l'innovation, qui vont pouvoir donner les grandes tendances, qui vont pouvoir avoir une vision globale. À condition de leur faire confiance. Enfin, à condition de leur laisser l'espace d'expression. Voilà, c'est pas tellement de leur faire confiance, c'est de leur permettre d'avoir une sécurité psychologique où ils vont pouvoir faire fleurir leur talent. C'est-à-dire d'arrêter de leur demander de pondre des rapports de 20 pages quand on sait qu'ils ont du mal à écrire. Qui pour eux est une torture. Voilà. Et donc, je rappelle que les services secrets anglais emploient énormément de personnes dyslexiques. En fait, ils regardent leurs points positifs, leur façon de penser, et c'est eux qui protègent le territoire anglais. Ils sont recrutés massivement pour leur façon de penser. Yenny, c'est intéressant. La grosse problématique que l'on rencontre, pour moi, enfin à mon sens aujourd'hui, c'est le système français dans la prise en compte du handicap au sens très large. Au sens large, puisqu'en fait, on se limite encore et encore aujourd'hui à regarder ce que les personnes ne peuvent pas faire. Ce en quoi, et tous les mots, incapacité, etc. Et en fait, c'est très dévalorisant. Forcément, parce qu'on se dit, elle ne peut pas ci, il ne peut pas là, et il a plus de... voilà. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait petit à petit réussir à changer. C'est vraiment se dire, peu importe. Moi, je dis souvent, je l'avais écrit aussi dans le livre, je pense qu'on est tous, à un moment de notre vie, à plusieurs moments de notre vie, en situation de handicap. Moi, avant d'avoir ma RQTH, je l'ai été 1000 fois, parce qu'on a tous plusieurs casquettes, qu'on a une vie et qu'une vie c'est fait de plein de situations que l'on peut avoir du mal à gérer. Et donc, à partir du moment où on se dit, on est tous à un moment ou à un autre en situation de handicap, du coup, arrêtons de regarder ce qui nous pose problème à un instant T et regardons plutôt quelles sont les spécificités de chacun, les compétences de chacun, les valeurs de chacun. Et forcément, ce sera beaucoup plus pertinent et cohérent. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas qu'une anecdote, les services secrets, c'est cette manière de regarder, d'avoir un regard très différent, qui est un vrai scan qui peut aider les services, entrepreneurs. Est-ce qu'il faut que dans les CV, puisqu'on c'est un débat aussi à destination des RH, est-ce que dans les recrutements, il faut rajouter poste ouvert à la neurodiversité? Comment on peut envoyer des gages à ceux qui disent, mais je n'ai pas envoyé un CV, je vais me faire retoquer. Je pense qu'il y a quand même votre co-auteur, il fait quoi, par exemple, sans spoiler votre livre? Il travaille chez un concurrent de Bismart, qui commence par B aussi. Il est plutôt dans le commercial, donc sur quelque chose de très oral. Dans l'oral. Voilà. Mais les dyslexiques en entreprise sont souvent 3 ou 4 niveaux en dessous de ce qu'ils pourraient faire. Alors eux-mêmes s'autocensurent et n'osent pas, parce que dans tel job, on va me demander tellement d'écrits que je ne vais pas pouvoir répondre. Et donc, pour les entreprises, c'est un manque d'efficacité, de performance. En fait, ils ont des espèces de personnes qui sont debout sur les freins pour ne pas se faire voir. Sur LinkedIn, on peut spécifier qu'on a une pensée dyslexique. C'est Richard Branson qui a insisté pour que ce soit une compétence sous LinkedIn. Donc on peut cocher maintenant qu'on a une pensée dyslexique, c'est-à-dire plus globale, plus latérale, plus créative et innovante. Justement, pour en venir, l'émission se termine, mais vous dites attention, il ne faut pas tout mélanger, il y a les HPI. Moi, je peux très bien mettre sur mon onglet compétences, parce que je l'ai transformé il y a peu, je mets pensée dyslexique, mais qu'est-ce qu'il prouve? Comme je veux dire, tout est possible, hein. J'ai une pensée dyslexique, allez. Oui, justement, et je pense que c'est important aussi de faire attention à ça, parce que ce genre de situation, de troubles, ils doivent être diagnostiqués par des professionnels. Il y a des professionnels très bons qui existent, et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, en fait. C'est pas, pour moi, faire partie de la neuroatypie, c'est pas juste dire « je suis beaucoup plus douée sur tous les sujets ». C'est pas du tout le cas.
certaines personnes ne voient surtout que les mauvais côtés. Et donc, ce n'est pas que ça non plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, c'est juste avoir un fonctionnement différent, qui parfois peut être handicapant, oui, mais en fait, même quand on a un fonctionnement atypique, on a une vie, on a une vraie vie, on n'est pas recroquevillé dans son coin. Non, et ça peut ne pas impacter tous les champs de notre vie. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit, Antoine de Saint-Exupéry. Je voudrais signaler ce livre, vous viendrez nous en parler, Marine Balançard, auteur de Les super-pouvoirs des dyslexiques en entreprise Erol, avec un co-auteur dont on connaîtra l'identité lorsque le livre sortira. Merci à vous, merci à Yanni Gors avec ce livre, vous l'avez appelé Facile chez Télémac, et vous êtes présidente de Y&Co et vous accompagnez, faites de la pédagogie en tout cas auprès des entreprises sur la neurodiversité, l'autisme et même sur le handicap d'ailleurs d'une manière beaucoup plus large. Merci à vous deux mesdames, à très bientôt, bon voyage, et on termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.